Vous écoutez Au banc du crime, le podcast qui vous fait juger les affaires les plus sombres. L'audience est ouverte. Mesdames et messieurs, installez-vous sur le banc du crime. Mesdames et messieurs les jurés, prenez place. Le silence s'installe et l'audience commence. Nous sommes à Skopje, capitale de la Macédoine du Nord. Il est 7h du matin. Le jour se lève à peine et la ville s'étire lentement. Dans un immeuble gris du quartier de Shkorj Petrov, une adolescente s'apprête à partir en cours. Vanja Grzorbeska, 14 ans. Un sac sur l'épaule, un casque sur les oreilles, un message envoyé à son ami. J'arrive dans 10 minutes. Rien d'inhabituel, sauf qu'à 7h21, Vanja disparaît. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez ce moment, une rue banale, une portière qui s'ouvre, un geste rapide, et puis plus rien. Le genre de scène qu'on ne voit qu'une fois, et qu'on ne peut plus oublier. Pendant ce temps, à 40 km de là, dans la petite ville de Veles, un vieil homme prépare son café. Panche Zelesvosky, 74 ans, barbier depuis 50 ans. Son salon ouvre chaque matin à 8h. Mais ce jour-là, le rideau reste baissé. À 8h27, sa Citroën C3 quitte Veles. Le téléphone se coupe. Le moteur, lui, continuera d'être entendu sur les caméras d'autoroute. Un aller simple vers l'inconnu. 2 disparitions, 2 vies sans lien apparent. Et pourtant, tout commence ici. À Skopje, la mère de Vanja appelle le collège. Elle n'est pas arrivée. Ces 4 mots suffisent pour transformer l'inquiétude en terreur. Elle court, elle prévient les voisins, montre la photo de sa fille. La police est arrêtée à 8h45. Les premières heures sont décisives. Les agents inspectent le quartier, interrogent les témoins. Mais personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Mais sur une caméra, un détail retient leur attention. Une voiture grise, à peine visible, passe au moment exact où Vanja disparaît. Même modèle, même couleur que celle de Panche. Mesdames et messieurs les jurés, est-ce une coïncidence? Ou le fil qui relie tout? Le lendemain, la fille de Panche entre dans l'appartement de son père. Le café est froid, la radio tourne encore. Tout est en ordre, trop en ordre. Sur la table, un journal de la veille, le fauteuil vide, les ciseaux suspendus. Elle comprend, avant même de parler. Les enquêteurs rapprochent les 2 dossiers, 2 disparitions, 2 villes, une même voiture. Les cartes se croisent. Les heures concordent. Et peu à peu, l'affaire prend forme. Les médias s'emparent du sujet, les journaux affichent les 2 visages côte à côte, une adolescente et un vieil homme. Rien ne les unit, sinon une même absence. Et une Macédoine du Nord entière qui retient son souffle. Les jours passent, la colère monte. Les réseaux parlent d'un enlèvement, le gouvernement promet des renforts. La peur se répand plus vite que la vérité. Mais le 23 novembre, la Citroën C3 est retrouvée. Stationnée près d'une station-service, moteur froid. À l'intérieur, tout a été nettoyé, trop bien nettoyé. Aucune trace visible, aucune empreinte exploitable, sauf une, partielle, sur la portière conducteur. Mesdames et messieurs les jurés, que penseriez-vous de cette scène? Un véhicule effacé jusqu'à l'obsession, un geste professionnel calculé, pas un hasard. La police scientifique note, traces d'essence, moquette humide, fibres textiles non identifiées. Les enquêteurs comprennent qu'ils n'ont plus affaire à une disparition, mais à un crime organisé. La mère de Vanja refuse d'y croire. Elle continue d'appeler désespérée. Devant les caméras, elle dit « Ma fille est vivante ». Ces mots font le tour du pays. Mais derrière les écrans, les enquêteurs savent que le temps joue contre elle. Pendant ce temps, les analystes recoupent les signaux téléphoniques. Le téléphone de Panche a borné à 10h12 sur la route. Celui de Vanja s'éteint à 10h58 dans le même secteur. 2 points, une même route, un même matin. Mesdames et messieurs les jurés, à cet instant précis, l'affaire bascule. Ce n'est plus une enquête séparée, c'est une trajectoire unique. Une carte s'affiche dans le bureau du chef d'enquête. Vous la voyez, vous aussi. 2 lignes rouges qui convergent vers Skopje. Et au bout de ces lignes, une ombre. Un nom apparaît. Ljubko Palevski. Ancien politicien nationaliste disparu depuis 2 jours, des transferts bancaires suspects, des menaces publiques, des alliés dans la presse. Les enquêteurs savent ce que cela signifie.
La piste devient politique, mais aucune preuve directe ne relie Palevski aux disparitions. Pourtant, tout converge vers lui. Ses voitures, ses contacts, son silence. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez ce dilemme. Vous avez un nom, des indices, mais pas de preuves. Que feriez-vous? L'arrêter ou attendre encore? La pluie tombe sur Skopje. Les bougies s'accumulent devant le commissariat, les affiches disparues se multiplient sur les abribus. Le visage de Vanja devient celui d'une nation et celui de Panche, le symbole d'un pays qui perd confiance. Ce matin où tout bascule ne s'est pas terminé à 7h21. Il a continué minute après minute, jusqu'à engloutir 2 innocents dans une même tragédie. Mesdames et messieurs les jurés, gardez ces images en tête, car la suite vous prouvera que parfois, la vérité ne se cache pas dans l'ombre, mais dans ce que tout le monde regarde sans vraiment voir. Mesdames et messieurs les jurés, l'enquête a commencé. Dans les bureaux de la criminelle, les visages sont tirés, les cafés froids. Sur le mur, 2 photos. Vanja, 14 ans, et Panche, 74 ans. 2 inconnus, disparus à 24 heures d'intervalle. Les enquêteurs superposent les cartes, les horaires, les trajectoires. Et une voiture revient sans cesse. Une Citroën C3 grise. Même modèle, même teinte que celle de Panche. Mesdames et messieurs les jurés, pour l'instant tout n'est que déduction, mais vous le savez, dans une affaire criminelle, les coïncidences n'existent jamais longtemps. Les agents de terrain fouillent la région, drones, chiens, barrages routiers, mais rien. Pas un témoin, pas un signal clair. Mais une caméra de station-service change tout. L'image tremble, de mauvaise qualité. Une Citroën C3 grise. On distingue un conducteur, silhouette masculine. Le visage est flou. Le logo du garage local sur la vitre arrière confirme. C'est bien celle de Panche. Alors, qui l'a conduit? Les enquêteurs échangent des regards. La voiture a été volée, ou pire, utilisée. Un véhicule de retraité, parfait pour passer inaperçu. Mesdames et messieurs les jurés, à cet instant, imaginez la froideur du calcul. Empruntez la voiture d'un homme déjà condamné à disparaître, pour en effacer 2. Les jours suivants, les informations s'accumulent. Un ticket de péage retrouvé dans un fossé. Une trace de pneu identique à la Citroën près d'un champ boueux. La voiture suit la route nationale vers Skopje. Dans les bureaux, la tension monte. Le chef d'enquête abaisse la voix. On cherche un fil, pas une tempête. Mais la tempête approche. Le 23 novembre, la Citroën est retrouvée. Garée sous un pont, phare éteint, portière verrouillée. À première vue, rien. Mais à y regarder de près, trop de propreté. Le coffre a été lavé, la moquette rincée à l'essence. Un excès qui en dit long. Les techniciens prélèvent tout, fibres, empreintes, poussière. Mais une seule empreinte partielle sur la portière conducteur. Les analyses ADN suivront, mais déjà, les enquêteurs pressentent une manipulation. La voiture est transportée au laboratoire. Sous la lumière, les experts remarquent des taches minuscules, invisibles à l'œil nu. Une corde usée, coincée sous le siège. Une trace de boue provenant d'une zone rurale au nord de Skopje. Le puzzle s'assemble lentement, trop lentement pour les familles. Dans les rues, les visages de Vanja et Panche s'affichent sur les murs. 2 photos, 2 sourires, et la même légende. Disparu. Mesdames et messieurs les jurés, que devient la vérité quand tout un pays la réclame avant qu'elle soit prouvée? Les médias s'enflamment, les rumeurs circulent. Certains parlent d'un trafic, d'autres d'un règlement de compte. Mais un nom commence à surgir dans les couloirs du ministère. Lubchko Palevski, ancien politicien connu pour ses discours violents. Son téléphone éteint, son chauffeur introuvable. Ses dernières apparitions publiques remontent à 2 jours avant la disparition de Vanja. Et surtout, il possédait plusieurs véhicules, dont une Citroën grise revendue récemment. La piste se précise. Les enquêteurs obtiennent un mandat, fouillent ses bureaux. Dans un tiroir, des documents de transfert de véhicules, datés du 20 novembre. Le puzzle prend forme. Mais rien, pour l'heure, ne relie directement Palevski à Vanja ou Panche. Aucune image, aucun appel, juste des coïncidences qui s'alignent trop bien pour en être. Mesdames et messieurs les jurés, que feriez-vous? Arrestation immédiate, au risque d'une erreur? Ou attente,
au risque d'un nouveau crime. Le 28 novembre, la réponse tombe d'elle-même. Une alerte Interpol. Un homme correspondant à sa description a franchi la frontière grecque, direction Thessalonique, puis quelques heures plus tard la Turquie. Les autorités confirment. Ljubčko Palevski est en fuite. L'enquête change d'échelle. Les forces macédoniennes coopèrent avec Interpol. Le pays se fige. Les journaux titrent. Un politicien en cavale après le double enlèvement. Dans les familles, le silence s'installe. Les mères prient. Les voisins ferment leurs portes. Plus personne ne croit au hasard. La voiture fantôme devient un symbole. Elle apparaît sur tous les écrans, dans toutes les conversations. Elle représente le lien invisible entre le pouvoir, la peur et la mort. Dans les bureaux de la criminelle, les enquêteurs ne parlent plus que d'une chose. Le rattraper avant qu'il ne disparaisse pour de bon. Mesdames et messieurs les jurés, la route vers la vérité vient de s'ouvrir. Et derrière chaque virage, un choix. Car dès demain, il ne s'agira plus de retrouver Vanja ou Panche, mais de comprendre pourquoi. Mesdames et messieurs les jurés, l'enquête entre dans sa phase la plus tendue. Le 30 novembre, à l'aube, le ministère de l'Intérieur confirme ce que tout le pays redoutait. Le principal suspect, Ljubčko Palevski, a fui la Macédoine du Nord. Son signalement circule déjà sur tous les canaux. Interpol, Europol, police turque. Dans le centre d'enquête de Skopje, les agents ne dorment plus. Les murs sont tapissés de cartes de rapport et d'impressions de vidéos floues. Sur l'écran central, 2 mots. Objectif, interpellation. Le chef de la criminelle prend la parole. On n'a plus affaire à un enlèvement. On a affaire à une fuite organisée. Les téléphones vibrent, les correspondances s'enchaînent. Les dernières traces de Palevski remontent à la frontière grecque, 2 jours plus tôt. Depuis, silence complet. Mesdames et messieurs les jurés, tout ce que vous allez entendre à partir de maintenant repose sur la reconstruction minutieuse de ces 72 heures. Chaque minute a été recollée à partir de preuves. À 7h52, le 27 novembre, la Citroën C3 de Panche est filmée sur la route. Elle roule lentement, phare allumé malgré le jour. À l'arrière, une forme indistincte. Le conducteur ne regarde pas la route, il regarde le rétroviseur. 10 km plus loin, la caméra d'un péage enregistre le même véhicule, mais cette fois, il n'y a plus personne à l'arrière. Les enquêteurs se taisent. Le silence devient presque religieux. Un crime vient d'être confirmé. Les équipes de terrain partent en reconnaissance. Forêts, fossés, terrains vagues. La Macédoine se transforme en scène de recherche. Les hélicoptères balayent les champs. Les gendarmes progressent mètre par mètre. Le 1er décembre, un appel radio brise la tension. Équipe 3 à commandement. On a trouvé quelque chose. Une bâche bleue, à moitié enfouie dans la boue. À côté, une corde et un gant imbibé d'essence. Sous la bâche, le corps d'un homme. Les inspecteurs reculent d'un pas. L'un d'eux murmure. C'est Panche. Les premières constatations tombent. Ligoté, bâillonné, traces de coups anciens. Pas de doute. Le vieil homme a été exécuté. Mesdames et messieurs les jurés, vous êtes désormais dans le cœur du dossier. Le vieil homme n'était pas un hasard, il était une diversion. Le rapport médico-légal précise décès survenu 24 heures avant la disparition de Vanja, ce qui signifie une simple chose. Le plan était déjà en marche. Les enquêteurs remontent le fil. Les appels de Palevski la veille du drame révèlent un réseau de complices. Chauffeurs, intermédiaires et recruteurs, tous liés par des virements d'argent effectués depuis un compte ouvert à Thessalonique. Une photo prise à l'aéroport montre Palevski, barbe rasée, veste sombre. À ses côtés, son chauffeur, Velibor Manev. Ils embarquent pour Istanbul. Les autorités turques sont alertées. Les Macédoniens demandent l'extradition. Une course diplomatique s'engage. Dans les journaux, les unes s'enchaînent. L'homme qui fait trembler la Macédoine. Le politicien qui fuyait la vérité. Mesdames et messieurs les jurés, à ce stade, la question n'est plus de savoir s'il est coupable, mais combien de temps la vérité mettra à le rattraper. À Skopje, les techniciens continuent d'analyser la voiture. Sous la moquette, ils découvrent des fibres textiles.
L'ADN est celui de Vanja. Une preuve claire, irréfutable. La Citroën du vieil homme a servi à transporter l'adolescente. Les inspecteurs notent tout, chaque mètre, chaque minute, chaque nom. Un rapport de 86 pages est transmis au parquet. L'acte d'accusation se dessine. Mais les jours passent, et toujours, pas de traces de Vanja. C'est alors qu'une information confidentielle arrive depuis Istanbul. Un homme arrêté pour documents falsifiés correspond au signalement. Il donne un faux nom, à un accent macédonien. Son téléphone contient des numéros connus des services d'enquête. Les autorités turques confirment l'identité. Le fugitif, c'est bien Ljubo Palevski. Le soir même, son image circule à la télévision. Le pays entier retient son souffle. On le voit menotté, encadré par 2 policiers. Aucune émotion, aucun mot. Les familles apprennent la nouvelle en direct. La mère de Vanja s'effondre. Le fils de Panche pleure sans un son. Le 5 décembre, l'avion qui transporte Palevski atterrit à Skopje. Il est immédiatement placé en détention préventive. Mesdames et messieurs les jurés, à cet instant, la Macédoine du Nord pense que l'affaire est résolue. Mais ce n'est que le début du procès. Dans les bureaux du parquet, les dossiers s'empilent. 4 complices identifiés, 2 encore en fuite. Le procureur parle d'association criminelle à motivation politique. La presse, elle, parle de vengeance. Les aveux n'arriveront que plus tard, et ils changeront tout. Mais avant d'aller plus loin, les jurés, laissez-moi vous poser une question. Vous écoutez chaque semaine ces affaires, vous suivez chaque détail, mais êtes-vous sûr d'être abonné ? Je vois que certains d'entre vous hésitent encore. Allez, un simple clic sur s'abonner sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube, et vous resterez à la barre pour la suite. Revenons à l'enquête. Les policiers fouillent le téléphone de Palevski, des messages cryptés, une phrase répétée 3 fois. Il faut finir le travail. La traduction est confirmée par les experts, c'est un ordre. Les analyses de la corde retrouvée près de la bâche confirment la même fibre que celle trouvée dans la voiture. Les trajectoires se recoupent, les preuves convergent. Les enquêteurs n'ont qu'un objectif, retrouver Vanja. Mais dans leurs yeux, on lit déjà la certitude que la vérité fera mal. Mesdames et messieurs les jurés, la piste est tracée, et chaque pas mène un peu plus vers l'horreur. La suite, vous la connaissez. Elle s'appelle « Les aveux de l'horreur ». Mesdames et messieurs les jurés, l'homme que tout un pays cherchait vient d'être arrêté. Le 5 décembre à Istanbul, la police turque remet officiellement Ljubo Palevski aux autorités macédoniennes. L'image de son transfert a fait le tour du pays. Menotté, impassible, il descend les marches d'un avion sous escorte. Derrière lui, son chauffeur, Velibor Manev, le regard vide. À Skopje, des milliers de personnes se massent devant le tribunal. Les banderoles réclament la vérité, la vengeance, la justice. Les visages sont graves. Les cris mêlent colère et soulagement. Dans la salle d'interrogatoire, Palevski s'assoit. Face à lui, 3 enquêteurs, un procureur. Sur la table, un dossier de plus de 200 pages. Photographies, analyses, rapports d'autopsie. Le chef d'enquête ouvre la séance. Monsieur Palevski, reconnaissez-vous être le propriétaire du véhicule retrouvé sous le pont ? Un silence, puis une phrase courte. Je n'ai rien à dire. Pendant 2 jours, il garde le mutisme total. Les enquêteurs le savent, c'est une stratégie. Mais le 7 décembre, les preuves parlent à sa place. Les analyses ADN confirment la présence de Vanja dans la Citroën. Des fibres identiques à celles retrouvées dans le hangar, un lieu isolé appartenant à un proche de Palevski. Les perquisitions commencent. Dans le hangar, cordes, traces d'essence, vêtements brûlés. Les chiens marquent plusieurs zones. Sous un tas de gravats, les experts découvrent une tache de sang, minuscule mais suffisante. L'ADN correspond à Vanja. Mesdames et messieurs les jurés, ce n'est plus une disparition, c'est un meurtre. Le procureur demande la requalification immédiate de l'affaire en homicide aggravé avec préméditation. Les médias s'en emparent. Les unes titrent
le politicien du sang. La pression monte. Face à la gravité des preuves, le chauffeur Velibor Menev cède. Le 8 décembre, il avoue partiellement. J'ai conduit. J'ai obéi. C'est lui qui décidait. Il désigne Palevski, déroule la chronologie, les enlèvements, les trajets, les ordres donnés par téléphone. On devait juste la garder, la faire parler. Mais Vanja aurait crié. Il a dit « finissez ». Dans la salle d'audition, le silence pèse. Les enquêteurs notent chaque mot, le procureur relève la tête. Vous confirmez que Palevski était présent ? Oui. Les aveux de Manev déclenchent une vague nationale, des veillées, des marches, des prières. Le pays découvre que le crime a été politique avant d'être personnel. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez ce paradoxe. Un homme élu pour défendre des valeurs, devenu le chef d'un plan d'enlèvement. Les jours suivants, Palevski accepte enfin de parler. Il se dit victime d'une manipulation d'État. Il accuse les médias, le gouvernement, les enquêteurs. Mais à chaque phrase, il s'enfonce davantage. Le 10 décembre, un expert en cybercriminalité confirme que son téléphone contenait les messages d'ordre envoyés à ses complices. Les preuves techniques bouclent l'affaire. Les trajets GPS, les virements bancaires, tout concorde. Les enquêteurs savent qu'ils tiennent leur vérité. Mais le pays, lui, réclame des explications. Pourquoi ? Pourquoi Vanja ? Pourquoi Panche ? Une hypothèse prend forme. Le crime symbolique. Un message politique. Faire peur, provoquer, marquer les esprits. Un acte pensé comme une démonstration de pouvoir. Mesdames et messieurs les jurés, vous le sentez. Derrière les faits, il y a une logique glaciale. Une stratégie, pas une impulsion. Le 12 décembre, le parquet de Skopje prononce la mise en accusation officielle de Palevski pour enlèvement, séquestration, double homicide et association criminelle. L'homme écoute la lecture sans un mot. Son avocat plaide l'innocence. Il n'a rien ordonné, mais les témoins se succèdent, le chauffeur, les complices, les experts, tous le placent au centre. Les jurés de la cour, vous, suivent les débats en silence. Chaque photo, chaque preuve, chaque mot devient un clou dans la défense. Pendant ce temps, dans la salle d'à côté, la mère de Vanja attend, un visage marqué, sans larmes. Elle répète « Je veux comprendre ». Le procès débute le 15 janvier 2024. La salle est pleine, les caméras interdites. Le juge austère donne la parole au procureur. Ce dossier, mesdames et messieurs les jurés, n'est pas une simple affaire criminelle. C'est la rencontre entre l'innocence et la manipulation du pouvoir. L'accusation déroule les preuves, les messages, les empreintes, les aveux. Tout converge. Et Palevski, impassible, vous fixe. Mesdames et messieurs, il pense pouvoir les convaincre. Mais il ignore que cette fois, son auditoire, c'est vous. Car vous êtes à la barre du banc du crime, vous suivez chaque pièce, chaque mot, chaque vérité. Alors jurez, dites-moi, un homme qui planifie, ordonne et nie, mérite-t-il encore qu'on l'écoute ? La réponse à elle viendra plus tard. Elle portera un autre nom, les aveux de l'horreur. Mesdames et messieurs les jurés, la salle d'audience est pleine, le silence est total. Le 25 juin 2025, le procès de Lubchko Palevski s'ouvre à Skopje. Devant les jurés, 6 accusés. Derrière eux, des familles, des journalistes, des policiers et un pays entier suspendu à chaque mot. Le président du tribunal lit les chefs d'accusation. Enlèvement, séquestration, homicide aggravé, association criminelle. Chaque mot pèse plus lourd que le précédent. Palevski ne bronche pas, main jointe, regard fixe. Il se sait observer, mais rien, pas un tremblement, pas un signe d'émotion. Le procureur se lève. Mesdames et messieurs les jurés, ce procès ne porte pas sur une simple vengeance. Il porte sur la manipulation, la peur et le pouvoir. Sur un écran, les visages de Vanja et Panche apparaissent. Le murmure de la salle s'étouffe. L'accusation appelle le premier témoin,
Veli Bormanev, le chauffeur. Il marche lentement vers la barre. Voix basse, yeux au sol. J'ai conduit. J'ai reçu les ordres. Je ne pensais pas que ça irait jusqu'à là. Le procureur lui demande alors « De qui ?» De lui. Il désigne Palevski. Les jurés prennent des notes. Les mots tombent un à un. Enlèvement, ordre, exécution. Mesdames et messieurs les jurés, c'est à ce moment précis que la salle comprend que le mensonge va s'effondrer. Le témoin poursuit. Il voulait un symbole. Il disait que le pays devrait trembler pour comprendre. Une phrase, 6 mots, et tout bascule. Les avocats de la défense se lèvent, protestent, contestent, mais la voix du chauffeur ne flanche pas. J'ai reçu l'ordre de ne pas laisser de témoin. Dans le public, la mère de Vanja ferme les yeux. Le fils de Panche baisse la tête. L'accusation déroule alors l'épreuve technique. Capture d'écran, messages chiffrés, enregistrements vocaux. Une voix reconnaissable ordonne « Faites-le vite, prenez la fille et partez ». Le son est clair, l'auteur indéniable. Palevski, impassible, observe l'écran. Il finit par hausser les épaules. C'est un montage. Mesdames et messieurs les jurés, c'est souvent ainsi que les criminels parlent quand la vérité devient inévitable. Le procureur présente les rapports des experts. L'empreinte retrouvée sur la portière de la Citroën correspond à celle de Palevski. Sur la corde, même ADN. Et dans les relevés bancaires, plusieurs transferts vers les complices. L'affaire est bouclée. Mais le procès ne fait que commencer car la défense s'accroche à une dernière stratégie, la démence. Un psychiatre appelé par la défense affirme que Palevski souffre d'un trouble narcissique sévère. Il croit agir pour une cause. Le procureur réplique immédiatement. Croire à une cause n'efface pas les corps. Le public retient son souffle. L'audience suivante est la plus attendue. Pour la première fois, Palevski parle. Il se penche vers le micro. Je n'ai jamais voulu qu'on les tue. C'était un message politique. Un murmure parcourt la salle. Le juge demande le silence. Les jurés, vous entendez ces mots. Un message politique. Que vaut un message quand il s'écrit avec du sang ? Les experts reconstituent les faits minute par minute. Les lieux, les appels, les déplacements, chaque séquence confirme la préméditation. Le 27 novembre 2023, Panche est enlevé, tué dans la nuit. Le lendemain, Vanja est prise à son tour. Les heures coïncident avec les trajets de la Citroën, la corde utilisée est la même. Le procureur conclut son argumentaire. Ceci n'est pas une erreur, c'est une volonté, une orchestration froide, planifiée, assumée. La défense tente une dernière diversion. Il a voulu dénoncer la corruption de l'État. Mais le juge coupe. L'État n'ordonne pas de tuer des enfants. La salle reste muette. Puis vient le moment des aveux. Le chauffeur à nouveau demande à parler. Je veux que ce soit dit. C'est lui qui a donné le mot de fin. Il ferme les yeux. Il a dit « terminé ». Un silence tombe, puis personne ne respire. Cette fois, c'est fini. Les mots de la fin prononcés par ceux qui ont obéi. Mesdames et messieurs les jurés, vous connaissez ce moment où la vérité devient une sentence, ce moment où le doute s'effondre. Le juge prononce la clôture des débats. Le verdict tombera demain. Le pays retient son souffle, les familles prient. Dehors, les bougies s'allument, les rues sont silencieuses. Le procureur range ses dossiers. Le juge éteint la lampe. Et Palevski, dans sa cellule, murmure à voix basse. Je les entends encore. Mesdames et messieurs les jurés, les aveux de l'horreur ont un lieu, mais la justice, elle, doit encore parler. Mesdames et messieurs les jurés, le verdict est tombé et la justice a parlé. Lubchko Palevski, reconnu coupable d'enlèvement, de séquestration et de double homicide aggravé, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le marteau du juge résonne. La salle se fige mais personne n'applaudit. Le silence ici pèse plus lourd que la sentence. Dans le couloir, la mère de Vanja s'effondre. Pas de cris, pas de colère, juste une main posée sur la photo de sa fille. À côté d'elle, le fils de Panche fixe le sol, incapable de bouger. Mesdames et messieurs les jurés, vous venez d'entendre la vérité judiciaire, mais la vérité humaine, elle, reste ailleurs. Car ce procès, comme tant d'autres, ne raconte pas seulement un crime, il raconte ce que la peur fait aux hommes. Un politicien convaincu que le chaos
pouvez le rendre visible, des complices qui ont obéi sans penser, une société qui a cessé de croire la justice jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard, et au centre, 2 innocents, effacés sans raison. Chaque affaire révèle une part de nous. Ici, c'est la part la plus sombre, celle qui croit encore que la violence peut prouver quelque chose. Les jurés de Skopje ont fait leur devoir. Mais vous, jurés de ce podcast, que retenez-vous? Que la justice peut condamner, oui, mais peut-elle réparer? La condamnation de Palevski ne ramènera ni Vanja, ni Panche. Elle ne fera pas taire les cris ni disparaître la peur. Elle ne réécrit pas l'histoire. Elle ne fait que la clore. Mesdames et messieurs les jurés, chaque fois que la justice rend un verdict, elle trace une ligne entre le bien et le mal, entre la vérité et le doute. Mais cette ligne fragile se déplace à chaque génération. Et parfois, c'est nous qui devons la redessiner. Car ce qui a été jugé ici dépasse le cadre du tribunal. Ce n'est pas seulement un homme que la cour a condamné, mais une idée, celle qu'on peut manipuler la peur, effacer des vies et en faire un discours politique. Le crime de Palevski n'est pas seulement d'avoir ordonné, c'est d'avoir cru qu'un pays pouvait trembler pour lui. Mesdames et messieurs les jurés, souvenez-vous, le mal ne commence jamais par le sang. Il commence par l'indifférence, par un regard détourné, par un « ce n'est pas mon affaire », jusqu'au jour où il devient trop tard pour parler. Alors que reste-t-il? Une salle vide, un dossier refermé, et 2 noms que l'on ne doit pas oublier, Vanja et Panche. Leur histoire rejoint celle de tant d'autres, des innocents pris dans le jeu du pouvoir, dans les erreurs des hommes, dans le silence de la foule. Et vous jurez, si la justice un jour devait échouer, seriez-vous prêt à la relever, ou détourneriez-vous le regard? Chaque épisode, chaque affaire n'est pas seulement une enquête, c'est un miroir, celui d'un monde où la vérité n'existe que si quelqu'un accepte de la regarder en face. Alors oui, Palevski restera en prison, mais le vrai procès, celui de la société, commence toujours après le verdict. Le juge a clos l'audience, mais vous jurez, votre délibération continue. À chaque crime, à chaque silence, à chaque injustice qu'on laisse passer. Mesdames et messieurs les jurés, retenez ceci. La justice est un acte fragile, une flamme qu'il faut entretenir, même dans la nuit, car sans elle, le monde redevient ce qu'il était ce matin-là, quand Vanja est monté dans une voiture qui ne l'a jamais ramené. L'audience est levée, et le silence cette fois n'est pas celui de la peur, c'est celui du souvenir. Vous venez d'entendre un nouvel épisode d'Au banc du crime. Si cette affaire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vérité dérangeante. Et laissez une note de 5 étoiles. Vos avis sont la seule arme pour faire vivre ce podcast. Rendez-vous mardi pour une nouvelle affaire.